Bienvenue. L'apparence du comportement radicalement différent entre une vie sociale normale et un crime sexuel qui peut devenir, je l'ai dit, nécrophile, cannibale, décapitation, mutilation en tout genre, y compris même conserver des trophées corporels avec un pénis qui prend de temps en temps pour se masturber dans les périodes d'accalmie. Vous voyez, des choses aussi crues que ça, aussi terribles que ça. Vous dites, mais comment un type peut faire ça, quoi? Comment le voisin que je peux rencontrer là, de ce soir, demain, c'est en fait un tueur en série, je ne le savais pas, et il est capable de faire ça chez lui, quoi, ou de temps en temps. Et vous dites, mais ça, oui, donc, moi c'est incompréhensible pour le commun des mortels, ça peut être qu'un schizophrène. Quelqu'un qui a une double personnalité et qui donc n'a même pas peut-être conscience lui-même qu'il y a un loup-garou qui sommeille en lui. Eh ben non. Voilà, le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'un tueur en série sait qu'il est loup-garou. Sait qu'il a cette facette en lui et qu'il la contrôle le plus souvent pour assouvir ses plus primitifs instincts. C'est ça qu'il faut déjà retenir. L'idée également est répandue des troubles névrotiques obsessifs compulsifs qui offriraient du plaisir à son sujet. Ça veut dire que quelque part, on dirait, chez le tueur en série, il y a souvent quelqu'un d'obsessionnel compulsif. En quelque sorte perfectionniste. C'est-à-dire qu'il y a une tendance un peu psychiatrique à être perfectionniste. Mais là encore, c'est rare. Parce que la plupart des tueurs en série sont pas très intelligents, Dieu soit loué. Les Hannibal Lecter, on en trouve quasiment jamais. Et ensuite, ce sont des gens qui tentent beaucoup avant de parvenir à une certaine maturité. Donc, ils sont plutôt dans l'essai, hein, dans l'essayage, l'essayiste. Bon, et donc, ils sont rares, ceux-là aussi. Les vrais obsessionnels compulsifs, les vrais organisés sont très rares. Mais il en existe. Il en existe. Mohamed Merah fait sans doute partie de ceux-là. Il y a aussi l'idée d'avoir Ted Bundy d'une certaine manière. Schaeffer l'avait aussi. Donc, en tout cas, il y a une tendance. On peut parler de certaines composantes obsessionnelles compulsives chez certains tueurs en série. La généralisation simplificatrice. Par exemple, les criminels sexuels, tous comme les tueurs en série, ne constituent pas une catégorie homogène. Ils sont aussi différents que le nombre d'individualités qui les composent. Ça aussi, pendant très longtemps, quand on ne connaissait pas le phénomène, quand on n'avait vraiment pas approfondi, on se disait, non, effectivement, il n'y a pas de tueur en série en France parce qu'il n'y a pas de tueur en série américain en France. C'est là le profil qu'on a l'habitude de voir dans Monocollector, Seven, je sais pas, même Hannibal Lecter, même Le Silence des agneaux, même plein de films qu'on a vus et revus depuis. C'est rare de trouver un type comme ça en France. Guy Georges fait partie de cela. C'est un des rares, quand même. Un des rares. Il y en avait un autre qui était Patrice Allègre, mais lui, c'en est pas mal aussi dans le genre. Mais voilà, le tueur hollywoodien super sociopathe cherche encore en France. Peut-être le présumé innocent, paix à son âme, l'adjudant-chef Pierre Chanal. Peut-être. Peut-être le suspect numéro 1 dans l'affaire Maëlys. Mais ceux-là, vraiment, sont exceptionnels. Exceptionnels. La plupart, voilà, bon, évidemment, peut-être qu'il y en a plus qu'on croit et qui n'auraient pas été arrêtés. Parce que justement, ils étaient suffisamment organisés pour qu'ils n'aient jamais été même détectés. Peut-être, qui sait. Mais comme on ne sait pas, on ne peut pas juger. Daniel Zachary, donc je rappelle que c'est un expert psychiatre souvent désigné dans les tribunaux français pour examiner ces cas-là, dit les tueurs en série sont tous très différents les uns des autres, mais leur personnalité est marquée de caractéristiques communes. Oui, en tout cas ceux qu'il a pu expertiser. Et là, je profite d'ailleurs du moment pour dire qu'on peut bien sûr avoir plusieurs approches des tueurs en série, et tant mieux. Je veux dire, on peut dire, par exemple, ceux qui ont expertisé les tueurs en série, version psychologue ou psychiatre, pour les tribunaux ou dans d'autres cas peut-être professionnels, par exemple thérapeutiques, ont une certaine expérience et connaissance que d'autres, n'ayant pas expertisé, leur permettent d'avoir, et donc d'avoir une plus grande crédibilité, une plus grande connaissance du sujet. Oui, mais je ne suis pas certain, par exemple, que ces experts aient fait des recherches poussées biographiques de chacun d'entre eux, de ceux qui ont été arrêtés, qui ont une véritable connaissance documentaire sur le sujet, qui soient allés sur une relation biographique avec une recherche scientifique à grande échelle, finalement, hein, sur ça. Et on opposera toujours, ou en tout cas on distinguera toujours, la recherche fondamentale et la recherche pratique. Bon,
La recherche fondamentale, c'est plutôt les statistiques, les sondages, tout ce qu'on peut imaginer avec un échantillon représentatif. C'est valable en soi quand même, faut-il reconnaître. Et de l'autre, les experts cliniques qui ont eu 2, 3, 4, 100, 200 cas peut-être vus en une carrière d'experts et qui ont bien sûr aussi leur mot à dire. Mais ce sont en tout cas deux approches différentes. Il ne faut surtout pas les opposer et qu'il faut savoir donc tirer parti des deux. Et donc je ne serai pas de ceux, je le dis très ouvertement là dans la caméra, qui reprocherait à quelqu'un de ne pas être un spécialiste des tueurs en série parce qu'elle n'avait pas expertisé des tueurs en série. Parce que parfois on m'a même dit, hein, pourquoi vous êtes un spécialiste des tueurs en série, vous n'avez jamais expertisé des tueurs en série. Ce qui est faux d'ailleurs, pas ça. Mais même si d'autres ont expertisé plus que moi, et tant mieux vraiment, vous pouvez avoir une connaissance technique, scientifique, de recherche, de documentation, de plein d'autres choses que l'expertise quand même clinique. Et ça, il faut savoir le dire aussi. Et donc, je suis d'accord avec Zaguri quand il dit, alors que c'est un expert clinicien dans son registre, que leur personnalité est marquée de caractéristiques communes. Alors, on y reviendra, mais je pense effectivement qu'il y a quand même un noyau dur de grandes tendances, comme j'ai pu donc parler aussi de cette motivation principale narcisso-sexuelle qui souvent revient à la charge. Robert Ressler et Burgess Douglas, donc, dans leur ouvrage bien connu de Sexual Homicide, Patterns and Motives, le nombre de meurtres est classifié, mobile inconnu augmente dramatiquement. C'est vrai. C'est rappeler que le tueur en série, il a un mobile inconnu. Ça commence souvent comme ça. En fait, l'enquêteur, il élargit le cercle des investigations, des personnes, des lieux, des mobiles, des personnes qui ont des alibis, il ne trouve rien. C'est normal. Parce que celui qui a commis ce type de crime, par définition, n'a pas ou peu de lien, statistiquement parlant, avec sa victime. On l'a déjà dit, mais ça veut dire aussi que le mobile est forcément inconnu. Ce n'est pas un mobile que vous allez rechercher. C'est une motivation fantasmatique et ou pathologique. Ou en tout cas quelque chose qui vous est inconnu, que vous ne comprenez pas d'emblée. Il n'est pas rationnel, ouvertement. Alors sachant en tout cas que les serial killers ont toujours existé, ils semblaient bien moins nombreux que connus au XIXe siècle, une augmentation est très inquiétante eut lieu donc finalement voilà, je dirais des années 2000 à nos jours, et actuellement l'estimation est qu'il y a 6 fois plus de tueurs en série qu'il y a 30 ans. Ce qui est pareil. Le phénomène donc, est aux États-Unis, donc fait qu'il y a 75% des États-Unis, des 200 serial killers connus, qui sont recensés aux États-Unis. Ça, c'est selon l'ouvrage de référence de Denis Duclos, Le complexe du loup-garou. Bon, disons que on a souvent rapproché le phénomène des tueurs en série aux États-Unis. Je reconnais que c'est un pays qui, quand même, où prolifère ce phénomène un peu plus qu'ailleurs. Mais c'est pas vrai de dire qu'il n'existe pas en Chine, c'est pas vrai de dire qu'il n'existe pas en Russie, c'est pas vrai qu'il n'existe pas... Bonjour à vous. J'ai trouvé une petite place au fond, là, parce que je ne sais pas si l'air va revenir. Voilà. L'air, c'est souvent un coup de vent. Un coup de vent constructif. On s'est chopé. Merci beaucoup. Mais il faut aussi reconnaître qu'aux États-Unis, il y a un nombre d'homicides 2 fois plus grand qu'en Europe. Donc, on retrouve des phénomènes plus importants ou d'un autre style dans ce nombre. C'est pas non plus anormal du tout. Alors, le portrait typologique maintenant du tueur en série. On va vraiment partir du profil général, hors catégorie, hors spécificité, si vous voulez bien. D'abord, le tueur en série, je veux vous dire qu'il peut commencer très tôt. Par exemple, dans mon ouvrage de que sais-je sur les tueurs en série, il m'a été rapporté donc un jeune homme qui avait 11 ans. 11 ans et qui donc était déjà tueur en série. Alors, il était bien entendu dans un contexte plutôt défavorable pour la réinsertion sociale, ou plutôt favorable pour le phénomène sériel. Le 5 novembre 2001, à Siamboubou, au Rwanda, un adolescent est arrêté par la police pour avoir tué 5 enfants depuis 2 ans.
Il a jeté donc sa première victime dans une fosse des anges jusqu'à ce que mort s'en suive. Noyé sa deuxième dans un fût rempli d'eau. Tué sa troisième en l'ébouillantant avec de l'huile. Donc on voit que la notion eau aquatique, c'est quand même capital dans sa signature. Étranglé maintenant sa quatrième à l'aide de morceaux de tissu, il évolue. Et venait juste de sortir du centre de rééducation de Jitagata lorsqu'il a assassiné par noyade un garçon dans le lac Kivu. Donc il est revenu au prémisse de sa signature. Après avoir promis de lui acheter un chewing-gum, il lui avait demandé d'aller nager avec lui. Il a été malheureusement bien cruel. Ce jeune est devenu un tueur en série à 11 heures. Plusieurs enfants communs ont tué des nourrissons ou certains de leurs semblables durant la génocide rwandais de 1994, mais c'est un autre phénomène. En tout cas, avant de manière plus générale. Voilà, donc, jeune. Un tueur en série, c'est très, très, très rare qu'il démarre sa série criminelle vieux. Donc jeune, la tranche, c'est entre 25 et 35 ans. C'est vrai. J'aurais même tendance à dire 20-35 ans. Et lorsqu'on les arrête, ils ont entre 30 et 35 ans très souvent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau de... comment je pourrais dire ça? Un rythme de croisière où ils commettent des erreurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sentent invulnérables. Ils ont le péché d'orgueil. Ils croient effectivement après avoir fait 2, 3, 4, 5 crimes, parfois plus, eh bien ils peuvent se permettre quelque part quelques largesses. Donc, c'est souvent là qu'on les arrête. Alors le suspect numéro 1 dans l'affaire Mali, ça vient à cet âge-là. Et c'est très rare, effectivement, qu'il démarre sa série criminelle à 35 ans. Voilà. Il démarre, je répète, entre 25 et 35. Bon. Il ne faut pas s'étonner aussi, dans ce cap-là, dans cette logique-là, que beaucoup de tueurs terroristes, de candidats même au terrorisme, soient particulièrement jeunes. Ceux qu'on retrouve, ils ont entre 19 et 30 ans de nouveau, hein, parfois 19-25 même. Et c'est un peu la même logique. C'est qu'on les prend vraiment, non pas au biberon, mais en tout cas à la juvénilité de leur délinquance en série devenue bien pire. Alors blanc, parce que c'est vrai que la plupart, quand on dit blanc, c'est pas noir. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir le côté un peu basané, maghrébin, métissé, voilà. Mais pas un noir de souche. C'est rare un noir de souche, dans les statistiques en tout cas connues. Mais sans doute n'a-t-on pas assez étudié l'Afrique pour sans doute avoir des vraies statistiques africaines de noirs de souche, par exemple. Pour des questions de moyens. Hein, évidemment, si on donnait les moyens des États-Unis pour faire des études statistiques en Afrique, je crois qu'on découvrirait effectivement beaucoup de choses, comme en Chine ou en Russie d'ailleurs. Ou en Corée du Nord, qui sait. Hein. Bon. Et donc, mais bon, disons que le phénomène connu actuellement, c'est plutôt blanc. Tendance, voilà. Et donc, relativement bien intégré socio-professionnellement, parvient à se sublimer et à intégrer des professions classiques. Alors, sublimer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, à s'intégrer pour faire des petits boulots, pour le moins, qui masquerait son anormalité, aussi. Il se moule dans la société, il se met dans la société. Il tue au minimum 3 cas de victimes sur un espace de temps supérieur à 30 jours. Ok. Ces victimes ne semblent pas priori donner avec l'autre victime, on connaît par cœur. Son mobile n'est pas apparent, il éprouve un besoin de dominer autrui, symbolisé par sa victime, d'accord. D'une intelligence normale, QI 110 à supérieur, QI 120 pour les sexual serial killers. Alors là, c'est de nouveau la logique américaine, mais je dirais que beaucoup de tueurs en série peuvent, non pas un grand QI, voilà, non, c'est faux. Ils ont plutôt une intelligence pratique. Quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire qu'ils sont rusés, ils sont malins. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sont habitués depuis longtemps à essayer de jouer avec l'autorité des autres, à essayer de fuir leurs responsabilités, à essayer de trouver des excuses, à se déresponsabiliser. Vous voyez ce côté malin, rusé, vraiment, de la malignité du personnage.
Ça, j'y crois bien plus. Alors, il y avait néanmoins Edmund Kemper, bien connu, qui avait un QI approchant les 140 de mémoire. Ted Bundy n'était sans doute pas sans reste aussi, à plus de 110. Mais bon, voilà. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui en revient à pipi, caca, sexe. Oui, je marque les esprits. Pipi, caca, sexe. C'est-à-dire, il adore trifouiller la foufoune. Il adore mutiler donc les minettes. Il adore effectivement pénétrer par tous les trous. Il adore jouer avec le sang, décapiter, oui, ce côté un peu cru quand même de l'histoire, la version un peu charcuterie, boucherie de l'histoire. Faut sans doute pas imaginer des lumières. Et si vous commencez à entrer dans une logique, en tout cas, de je fais des grandes études, je deviens plus cérébral et intellectuel, et je me distance un peu des bassesses instinctives, primitives, eh bien, il y a peu de tueurs en série de ce niveau-là. Donc s'il commence à régresser de manière primitive à des choses aussi crues, c'est pas une lumière, effectivement, derrière. Par contre, il peut être mal. Voilà. Il peut être effectivement quelqu'un qui arrive à tromper son monde et à masquer pour beaucoup de choses. Il n'a jamais suivi de traitement psychiatrique malgré son passé délictueux. Oui, la plupart donc n'ont pas subi de traitement psychiatrique, ou alors c'est une assistance hospitalière ponctuelle, ils se sentaient mal après, ou bien un peu. Mais non, la plupart n'ont pas eu une hospitalisation psychiatrique, et donc ce ne sont pas des fous. Retenez bien. Dans le milieu carcéral, il est un détenu modèle et attachant. Oh, Guy Georges, c'est extraordinaire ce Guy Georges, qui reçoit encore aujourd'hui des lettres d'amour, des femmes qui veulent se marier avec lui, des idoles, des fans, il y a son fan club, voilà, jusqu'à, je vous dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Mais oui, parce que il est tout gentil, bravo homme, il veut bien sûr sortir un jour, il espère. Et alors il y a le côté calculateur pour essayer de sortir un jour, mais il y a aussi le véritable côté affable, gentil, mignon tout plein, à ses heures, voilà. Il risque de sortir, 22 ans de réclusion, là, depuis, on va se les trouver devant dans la rue. La justice, en tout cas, a été échaudée par Patrick Henry. C'est ça. Ah. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Henry, c'est le type qui avait tué un jour un petit garçon, et puis il avait participé ensuite aux recherches, et puis on s'est aperçu que vous avez trompé tout dans son nom. Il a été donc sa perversité narcissique, pour le coup, avérée, mis en tôle assez rapidement, et puis il est resté, et puis on l'a libéré, alors qu'il devait quand même rester, et puis il a commencé à faire des choses pas très catholiques, dont les trafics de drogue, et puis il est mort en prison il n'y a pas longtemps de mémoire. Donc c'est vrai que la justice, elle a le plus grand mal quand même. Et quand vous n'êtes pas sûr de votre coup, et que vous voulez protéger la société, et que vous avez affaire à un type quand même qui a commis des trucs aussi terribles, vous vous dites, bon, c'est quand même une sacrée responsabilité de le laisser sortir, parce que vous préconisez quand même que la prison l'a amélioré pendant un certain temps. C'est fort. Et quand, pour des raisons tout à fait normales de droits de l'homme, de santé, etc., vous lui opérez aussi une libération conditionnelle, même en fin de vie, et qui recommence. Baudin, par exemple, c'est un cas monstrueux parmi d'autres. Quelque part, la société, la justice représentant la société, n'a pas trop de scrupules, malgré les évaluations cliniques et psychiatriques diverses, à protéger la société dans le doute. Peut-être qu'il a changé, mais finalement, c'est pas trop. Bon, alors, vaut mieux quand même protéger la société que de se trouver avec un crime encore. Mais je ne rentre pas dans ce débat-là, je ne dis pas qu'ils ont tort, ils ont raison, je dis simplement que c'est souvent des logiques qui peuvent être avancées en ce sens. La multirécidive le caractérise. Aussi à sa sortie, il est porté à reprendre sa série meurtrière. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on a eu le Jean-Stéphane Bourgoin qui a très souvent énoncé que tous les criminels qu'il avait étudiés, tous les tueurs en série étudiés, donc avaient recommencé. Ou tous ceux qui avaient été arrêtés, donc emprisonnés, avaient recommencé. Peut-être que je me trompe dans cette déclaration et qu'il m'en excuse par avance, mais enfin souvent ça a été relayé quand même par le médiatique. Et c'est juste pour dire que ça, je m'inscris en faux. Au sens où, si la probabilité est très importante de la manière d'avoir un crime organisé par rapport à un crime non organisé, c'est une grande majorité,
et qu'on a donc une grande majorité aussi de criminels qui ont commis des crimes en série qui recommenceront. Là, je suis assez d'accord aussi. Cela n'exclut pas quand même certaines exceptions. Je cite souvent Francis Homme, qui s'est arrêté grâce à une dame, figure maternelle à Picheville. Mais il y en a d'autres, si on parle Arthur Chocros, qui a arrêté sa série criminelle aussi sur des prostituées parce que sa femme est revenue. Il avait été arrêté, mis en prison pour viol, des choses comme ça. Il est resté un temps, 10 ou 10 ans je crois, en prison. Il est sorti, il s'est arrêté. Mais c'est à la mort de sa femme, de son épouse, qu'il a recommencé. Oui. Donc on comprend rapidement que, pour certains en tout cas, l'amour véritable ou la fidélité d'une femme ou autre donnée du genre compte en tout cas dans le frein, sinon l'arrêt ou la suspension de la série criminelle. Et ça, il faut aussi le dire. C'est la compensation. Alors, si on prend quelques chiffres, dans la période de janvier 1977, novembre 1989, 169 serial killers, 935 victimes tuées, 834 supposés. Alors effectivement, il faut faire attention aux chiffres qu'on donne. Mais quand même, quand vous voyez ce type de chiffres, surtout aux États-Unis, vous dites qu'on a un phénomène en fait, qui est bien plus important que le terrorisme. Aux États-Unis, les tueurs en série, c'est sérieux, au sens où, à part le sniper, bien sûr, de Las Vegas, qui est la version de tueur de masse, parce qu'après le tueur en série, c'est la tuerie masse qui est la plus grave en termes de victimes. Mais voilà, le terrorisme, c'est loin derrière, en termes de victimes en tout cas, sur le territoire national. Bon, âge moyen des serial killers, 27,27 pour leur premier crime, 31,44 ans pour leur dernier meurtre. Vous voyez un petit peu la fourchette. Actuellement, les agences spéciales estiment qu'il y a autour de 70 serial killers en activité aux États-Unis. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a une centaine. Quant aux recherches éventuelles telles que celle de Stéphane Bourgoin, les victimes de serial killers ont surtout des femmes, 65%, de race blanche 86%, tandis que les serial killers sont plus souvent des hommes, 89%, et de race blanche 83%. Donc vous voyez, j'aime bien ces chiffres finalement, voilà. Cette grande tendance-là, c'est vrai. Plus de 80%, on va dire, sont dans le créneau qu'on imagine. Bon. Mais Icke rappelle qu'il aime lutter contre certains stéréotypes, comme 85% des meurtriers en série américains sont de bons blancs contre 13% de mauvais noirs. Vous comprenez tout de suite la phrase, qui est un petit peu provocante volontairement, qui n'est pas évidemment inspirée d'un racisme ambiant qui ne caractérise aucunement le personnage que je connais bien. C'est quelque chose simplement qui appartient au stéréotype et plutôt au profilage racial qu'on dénoncera pleinement. Alors, là on va rentrer maintenant, on a une petite heure devant nous, sur les profils. On va introduire